Bonjour à tous, bienvenue dans le QG, l'émission politique de Télé Grenoble. 45 minutes chaque semaine en tête-à-tête avec un élu du territoire dont les décisions impactent directement notre vie quotidienne. Aujourd'hui, je reçois Julien Paula. Bonjour, merci de m'avoir invité. Bienvenue sur le QG, Julien Paula, maire d'hiver droite de Voiron, également vice-président du Pays Voironnais en charge de l'économie et vice-président également du département de l'Isère en charge des finances. On peut dire que vous êtes un spécialiste de l'argent public ? Écoutez, ce serait prétentieux, mais en tout cas, c'est avec l'argent public qu'on conduit tous les projets. Donc quand on est intéressé à conduire des projets, il vaut mieux s'y intéresser au budget et aux marges de manœuvre dont on dispose pour faire. Et puis, c'est important de bien gérer cet argent qui est le fruit de l'impôt et du travail de nos concitoyens. Donc je suis très fier et très heureux de m'occuper de ces sujets-là. 1,6 milliard d'euros, c'est le budget du département de l'Isère. On en parlera un petit peu plus loin dans cette émission. Vous avez 38 ans, c'est jeune en politique, mais vous êtes quand même élu depuis bientôt une dizaine d'années à Voiron, en 2014, votre première élection à la mairie de Voiron. J'ai vu que votre meilleur souvenir en politique, ce n'était pas la première fois, mais la deuxième en 2020, votre réélection. C'est vrai, parce que la première fois, on peut toujours être élu sur un accident, on peut être élu en partie, et c'est toujours le cas, par rejet du sortant. Et on est peut-être celui qui hérite d'une situation qui fait que le prédécesseur est impopulaire. On n'est pas élu que pour soi-même ou par reconnaissance de ce qu'on porte, alors que quand on est réélu, les gens ont eu 6 ans pour vous connaître, pour apprécier ce que vous avez fait, et quand ils vous redonnent leur confiance, ça ne peut pas être le hasard. Et donc c'est très gratifiant parce que ça vaut reconnaissance de ce qu'on a fait, pas tout seul d'ailleurs, en équipe bien entendu, mais c'est très encourageant, très gratifiant. Et moi, c'est clairement la soirée qui m'a le plus marqué. Voiron, c'est la 7e commune de l'Isère en termes d'habitants, une ville située entre Grenoble et Bourgoin-Jallieu. On voit quelques images aériennes. C'est une commune où vous essayez de préserver au maximum le cadre de vie. Bah oui, parce que ce qui fait l'identité de Voiron, d'abord, c'est d'être un territoire autonome. Voiron n'est pas une ville banlieue de Grenoble. On a toutes les fonctions sur le territoire qui nous permettent de vivre confortablement et d'apporter aux habitants ce dont ils ont besoin. En matière de commerce, on a 500 commerces pour une ville de notre taille, c'est exceptionnel. On a un bassin économique qui est très dynamique, on a des équipements sportifs, culturels, on a un cadre de vie privilégié au pied de la Chartreuse, on a du patrimoine. Et puis, moi je dis souvent que la force de Voiron, c'est quand même d'avoir des références qui constituent son identité, qui sont extraordinaires. On est la ville de la Chartreuse, de Antésite, des chocolats Bona, de Rossignol, de Radial, de King Jouet, de Fitness Boutique, le territoire de Poma, de Sidas, des sociétés, des noms qui rayonnent. Emblématique du territoire. Ah oui, vous vous rendez compte ce que ça construit quand même comme richesse d'appartenance. Donc les Voironnais sont fiers d'être Voironnais, ils ont raison de l'être. Et cette ville est évidemment très attachante pour ça. Notre enjeu, c'est qu'elle demeure à taille humaine et que ça demeure aussi la ville à la campagne, parce que c'est la réalité. Bon, on l'a vu effectivement avec ces images de drones que Voiron est entouré de verdure. Une ville agréable à vivre, ça passe aussi par la sécurité. Ce sont des sujets qui reviennent régulièrement à la une de l'actualité. En ce moment, c'est le cas. Comment ça se passe chez vous ? Il y a la vidéosurveillance à Voiron depuis de nombreuses années. La sécurité, c'est un combat de tous les instants et c'est une guerre qui n'est jamais emportée. Parce que quand bien même ça peut aller mieux pendant une certaine période, on n'est jamais à l'abri que ça se redégrade. Et puis c'est des phénomènes qui sont toujours grandement liés à l'esprit de la société, quoi. Le territoire ne peut jamais être complètement étanche de la situation générale. Donc ça, c'était quelque chose qu'on a fixé comme étant une priorité pour nous au début de mon premier mandat, il y a maintenant 9 ans. Entre-temps, on a doublé les effectifs de police municipale. On a développé de la vidéoprotection qui n'existait pas. On a un peu plus de 70 caméras dans le centre-ville aujourd'hui. On a investi dans un nouveau poste de police municipale. Là, on met un peu plus d'1 million d'euros pour qu'il soit livré au mois de septembre. Parce que ma conviction, c'est que les enjeux de sécurité doivent impliquer tout le monde. C'est bien évidemment l'affaire de l'État, dont c'est une compétence régalienne, mais à l'inverse de certains de mes homologues de grandes villes du département, que je ne citerai pas, j'ai jamais considéré que sous prétexte que c'est l'affaire de l'État, ça voudrait dire que c'est pas celle des maires. C'est une coproduction, la sécurité. On doit travailler ensemble parce que c'est un enjeu d'intérêt général qui souffre pas, me semble-t-il, d'ambiguïté par rapport à l'appartenance politique des uns ou des autres. Et je constate à Voiron quand même qu'au fur et à mesure des années, cette capacité à faire converger les efforts, à travailler ensemble,
produit malgré tout des résultats, parce que on a des problèmes, mais globalement un peu moins aigus que la plupart de ceux qui nous entourent. On voyait, pendant que vous parliez, quelques images justement du dispositif de vidéosurveillance de la ville. C'est la police municipale ou la police nationale qui gère ça à Voiron? Les deux. La police municipale, on a un centre de supervision urbain, donc elle a la main sur le système, mais il y a un déport à la police nationale également. Donc c'est un outil. C'est jamais qu'un outil, hein. C'est pour ça que les caméras, ça ne fait pas le travail tout seul. Pour ça qu'on a déployé les caméras, mais on a aussi doublé les effectifs de police municipale, parce qu'il faut bien des agents qui sont sur le terrain quand les caméras constatent quelque chose. Et les deux peuvent intervenir. On le met au service des forces de l'ordre. La police municipale est armée chez vous à Voiron? Absolument. Mais elle l'était depuis longtemps. Ça n'a jamais été, à ma connaissance, un sujet à Voiron, parce qu'elle l'est depuis... Enfin, je ne sais même pas depuis quand, mais on l'a toujours connue armée, me semble-t-il. Et puis, les alternances de droite et de gauche n'ont pas remis ça en question. Alors, on leur a mis des armes un peu plus modernes. Ils ont des Glock 17 aujourd'hui, pour ceux que ça intéresse, qui sont des pistolets semi-automatiques. Mais bon, ils n'ont jusqu'à présent jamais eu à en faire usage, et c'est tant mieux. C'est évidemment pour les protéger et pour qu'ils puissent protéger autrui en cas de besoin extrême. Alors, la sécurité ou l'insécurité touche aussi le monde politique, les élus, et notamment en ce moment la démission du maire de Yannick Brévin, un maire de Saint-Brévin en Bretagne, Yannick Morez, pardon, maire de Saint-Brévin en Bretagne, suite à des menaces répétées allant jusqu'à un début d'incendie de sa maison, a fait beaucoup réagir la classe politique et même le grand public ces dernières semaines. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce cas très concret d'un élu qui lâche l'affaire face à des menaces ? Malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, qui n'est pas spécifique aux élus. C'est un climat de violence latente qui monte dans la société vis-à-vis de tous ceux qui incarnent une forme d'autorité. Regardez ce qu'ont vécu des enseignants encore récemment, des agressions et une enseignante qui a été tuée, sans même parler des phénomènes terroristes qui ont pu concerner Samuel Paty. Les forces de l'ordre. À Vienne, il y a quelques jours, un commandant de police qui est renversé au détour d'un contrôle, et les élus n'échappent pas à cette règle. Il faut qu'on lutte contre ça, parce que notre société a besoin d'être organisée, et elle a besoin, pour être organisée, d'avoir des hommes ou des femmes qui acceptent d'endosser des responsabilités pour participer à cette organisation. Et si on brise des vocations parce que les gens ont peur ou ne veulent pas infliger, au-delà d'eux-mêmes, à leur famille, les conséquences de leur engagement, notre pays va dans le mur. Donc il faut la plus grande sévérité par rapport à ça. Et puis il faut aussi lutter contre ce phénomène qui veut que des gens très raisonnables par ailleurs, et qui peuvent être très sympathiques quand on les croise dans la rue, quand ils sont sur Internet, sur les réseaux sociaux, ça devient des autres personnes, et puis ça décomplexe les phénomènes d'expression injurieuse ou en tout cas pas raisonnable et parfois condamnable. Parce que tout ça crée un contexte qui est quand même pas propice, alors même que le pays aurait besoin que tout le monde serre les rangs pour relever les défis qui nous attendent. Vous aviez été vous-même menacé de mort il y a quelques années, vous aviez porté plainte, l'agresseur avait été condamné suite à cette affaire. Ouais, malheureusement, ça reste un épiphénomène, puisque moi je tiens à dire quand même que 99,9% des gens que je croise, évidemment, ne me menacent pas, ne m'agressent pas. La plupart sont extrêmement sympathiques, certains ont des choses à demander, c'est normal, c'est mon rôle que d'être à leur service, mais c'est toujours pareil, et on parle des trains qui arrivent en retard, et on parle malheureusement des incidents générés par l'extrême minorité qui pose des problèmes. Mais celle-ci, il faut lutter contre elle. Il faut que la justice se saisisse du sujet avec des sanctions qui sont exemplaires. 3 mois avec sursis, je crois que ça avait été la sanction. Non, ça a été plus que ça en appel. D'accord. En appel. Ça, c'était sûrement le premier jugement. Alors, les hommes et femmes politiques sont assez protégés, selon vous? C'est un peu aussi la polémique qui est née de l'affaire du maire de Saint-Brévin. Écoutez, je vous redis comme tout à l'heure, les hommes et les femmes politiques, c'est une chose, les infirmières dans les services d'urgence, les enseignants dans certains établissements, les forces de l'ordre. On ne peut pas avoir un policier derrière chaque élu, c'est d'ailleurs pas ce dont on a envie. Ce qu'il faut, c'est créer le contexte qui dissuade les passages à l'acte et puis qui les condamne quand ils sont constatés. Le maire de Saint-Brévin, le problème, c'est pas tant qu'il ait été attaqué chez lui, que surtout, rien ne se soit passé derrière. Et c'est pour ça qu'il démissionne, bien sûr. Parce qu'indépendamment même des sanctions judiciaires, dans le discours, il s'est senti complètement isolé. Il n'a pas senti l'État à côté de lui. C'est dans cet esprit-là qu'il faut que les choses changent.
Et c'est ça que les élus attendent. On prend des responsabilités avec ce que ça implique de risques, d'engagement, mais il faut que quand ça dépasse les bornes, il n'y ait pas une feuille de papier à cigarette qui fasse obstacle à l'unité qui prévaut pour condamner ça. Quels que soient les bords de la classe politique, quelle que soit l'étiquette des élus concernés, la taille de leur commune. Il faut une solidarité autour de ça. Sinon, je redis, malheureusement, on brisera des vocations, on finira par plus trouver de gens qui s'engagent, et puis le pays n'en sortira pas grandi, c'est certain. Une violence qui touche en tout cas, en ce qui concerne les élus, tout type, de tous les bords politiques, mais aussi de tout type d'élus, jusqu'au président de la République, Emmanuel Macron. Ces images ont été tournées en place publique à Grenoble en avril dernier. Un mannequin à l'effigie donc, du président de la République brûlé par des manifestants hostiles à la réforme des retraites. Ça vous a choqué cette scène ? Je trouve ça extrêmement choquant, bien sûr. Et on peut partager le fond des revendications, mais ça, c'est insoutenable, c'est pas normal. Il n'y a rien qui permet de tolérer ça. Parce que on sait malheureusement qu'il y a des esprits faibles qui font assez peu la différence entre ce qui peut être une allégorie et ce qui peut se traduire dans la réalité. Vous estimez que certains hommes politiques jouent un peu avec le feu, pour rebondir sur ces dernières images, dans leur discours, incitent à ce type de violence ? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a parfois des expressions qui souffrent d'une ambiguïté qui n'est pas utile. La mauvaise République de Mélenchon, je ne pense pas que ça aide à pacifier l'atmosphère et que ce soit très responsable. Je crois que vous aviez eu quelques ennuis il y a quelques semaines sur le campus universitaire suite à une conférence à laquelle vous étiez convié. Ouais, une conférence qui d'ailleurs n'avait même pas de connotation polémique. Je devais simplement, devant un groupe d'étudiants, expliquer ce qu'est le quotidien d'un maire et d'un élu local. Mais sur le campus universitaire, aujourd'hui, manifestement, il y a des groupuscules qui sont autorisés à décider qui a le droit de parler et qui n'a pas le droit de le faire. En présumant même de ce qu'ils vont dire, puisqu'ils ne laissent même pas l'opportunité de commencer. Sur un lieu, campus universitaire, qui quand même par nature censé être un lieu de partage des idées, voire de controverse, et puis d'assumer la controverse, de l'encadrer, de laisser toutes les idées s'exprimer, se confronter, s'entendre, qu'on en soit arrivé à devoir annuler parce que la menace de perturbation et sous des formes un peu violentes, je trouve ça absolument gravissime. C'était effectivement des étudiants d'extrême gauche qui avaient empêché la tenue de cette conférence. Dans le cas du maire de Saint-Brévin, c'est plutôt l'extrême droite qui est dans le viseur, et notamment Éric Zemmour, qui a lancé la fronde en février et lancé un peu ses troupes sur le maire de Saint-Brévin. Si je vous en parle, c'est que vous êtes un des rares élus isérois à l'avoir parrainé en 2022 pour l'élection présidentielle. Est-ce que ça veut dire que vous partagez ces idées ? Non, moi j'ai parrainé Éric Zemmour parce que j'estimais que si on veut que notre démocratie fonctionne bien, il faut que tous ceux qui portent une parole ou des idées qui sont susceptibles d'avoir un écho dans l'opinion aient l'opportunité de la confronter au suffrage universel. Interdire à quelqu'un de se présenter, ne pas lui donner les moyens de porter sa parole, en fait, c'est constitutif aussi de tensions qui sont dingues. Enfin, moi, il y a des gens qui m'ont reproché ça parce qu'ils combattent Éric Zemmour. Moi, je veux poser la question. Est-ce qu'Éric Zemmour est plus fort aujourd'hui, après avoir été candidat à l'élection présidentielle, avoir réalisé un score décevant, qui aujourd'hui a quand même considérablement fait baisser son influence dans la vie politique française, me semble-t-il. Et qu'est-ce qu'il en aurait été s'il avait été interdit de se présenter faute de parrainage suffisant, et qu'il pouvait dire « mais j'étais en capacité de gagner ». Je n'ai pas pu le démontrer parce qu'on m'a empêché d'être candidat, mais ça lui aurait donné de la force. Et notre démocratie, elle a besoin que tous ceux qui portent des idées puissent les confronter, et les gens font le tri et choisissent. Et le parrainage qui est attendu des maires, c'est l'autorisation donnée à quelqu'un de pouvoir porter sa parole. C'est pas un témoignage de soutien. Il ne faut pas mélanger les choses. Et à quoi ça aboutit d'ailleurs, à un moment donné, ce mélange des choses ? Au fait que de plus en plus d'élus préfèrent ne donner leur parrainage à personne. C'est la situation la plus confortable. J'aurais pu dire « ah non, je parraine pas, parce que vous comprenez », mais c'est au même titre que si un jour tous les citoyens s'abstiennent
de voter aux élections, on aura des élus qui sont représentatifs de rien. Et vu les niveaux de participation, des fois, ça commence déjà à interroger. Si les élus s'abstiennent de parrainer en disant « je ne veux pas m'engager ou m'exposer », on aura des élections présidentielles, on n'aura plus de candidats. Et est-ce qu'on pense que la démocratie en sortira grandie ? Moi, c'est certainement pas ma conviction. Alors, le patron du parti d'Éric Zemmour en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est un de vos collègues au département, Gérard Desempt. Il a été exclu de votre majorité au mois de mars pour des propos racistes envers un de ses opposants politiques. Comment ça se passe avec lui aujourd'hui au sein de l'Assemblée départementale ? Vous continuez à le fréquenter, à lui parler ? On lui parle, à Gérard Desempt. Moi, je le connais depuis des années. C'est quelqu'un à titre personnel contre qui je n'ai rien. La majorité départementale a fait le choix, effectivement, de manière collégiale, sur proposition de notre président, de mettre Gérard Desempt en congé de la majorité, de l'exclure du groupe majoritaire. Non pas parce qu'il avait un engagement aux côtés d'Éric Zemmour, mais parce que lui sont reprochés des propos à caractère raciste qu'il n'a d'ailleurs même pas démenti. Donc, il y avait des SMS qui étaient... Voilà, donc ça, on estime que le racisme, c'est pas une opinion, c'est un délit. On respecte toutes les opinions, mais ça, on peut pas l'accepter, le cautionner. Donc il faut de la clarté, et c'est la raison pour laquelle cette décision a été prise. Vous aimeriez qu'il démissionne de son poste d'élu ? Non, parce que ça, c'est une autre affaire. Gérard Desempt, il occupe les fonctions qu'il occupe parce qu'il a été élu par ses concitoyens qui lui ont donné leur confiance. Donc c'est à ses concitoyens qu'il appartient de décider ce qu'ils doivent faire de Gérard Desempt, s'ils doivent élire quelqu'un à la place. Il a été régulièrement et depuis longtemps reconduit dans ses différents mandats. Preuve qu'il doit accomplir un travail de proximité qui manifestement n'est pas insatisfaisant pour les habitants de son territoire, ou sauf à ce que la justice vienne déclarer qu'il n'est plus apte à pouvoir exercer un mandat en prononçant une inéligibilité, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui. Je crois que l'affaire est encore en cours et il est maire de Charvieux-Chavagneux. Pour préciser ce petit détail géographique, qui est une des communes iséroises du Nord-Isère. Beaucoup annoncent l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir en France pour 2026. Vous y croyez, vous, à cette hypothèse ? Écoutez, on est forcé de penser que ça peut arriver, hein. Quand on entend aujourd'hui les voix qui s'élèvent nombreuses pour demander la démission du président de la République, supposer qu'ils prennent la parole demain en disant « je vous ai entendu, je démissionne », qui est en mesure d'être président à sa place ? Il y a beaucoup de gens qui veulent le faire tomber, mais quand on demande « oui, mais pour qui ?» c'est tout de suite un peu plus nébuleux. Et on peut éventuellement que considérer que Marine Le Pen, qui a été quand même 2 fois consécutivement son adversaire au second tour, n'est pas la moins bien placée pour pouvoir être élue un jour. Ça me paraît... on y va tout droit au fur et à mesure. Hein, ça crante quand même de plus en plus haut dans les niveaux remportés au moment des élections et dans le crédit qui lui est donné à elle et sa formation politique pour gouverner aussi. Donc c'est préoccupant parce que la réalité, c'est quand même que le choix du Front National, de toute façon, ça reste pour la plupart de nos concitoyens un choix par défaut. C'est jamais un choix du cœur. On a le sentiment qu'on a essayé la droite, ça n'a pas bien marché, la gauche, ça n'a pas bien marché, donc après tout, les seuls qu'on n'a pas essayé, c'est eux, pourquoi on ne le ferait pas ? Mais qu'il s'agisse d'elle ou de quelqu'un d'autre, tant qu'on aura des gens qui sont élus par défaut, on aura un malaise dans notre vie politique qui s'exprime à la fois par un problème de leadership et d'incarnation et aussi par un appauvrissement des idées d'une manière générale. Et ça, c'est en partie le fruit de la conjugaison des chaînes d'actualité en continu avec les réseaux sociaux, le culte de la punchline, les 160 caractères Twitter qui font que globalement, il y a un niveau moyen d'attention qui n'excède plus 1 minute 30. Et comment voulez-vous présenter votre projet pour la France en 1 minute 30 ? C'est un peu ce qu'on demande à des candidats. Enfin, c'est absurde, quoi. Donc, l'état de notre vie politique est assez préoccupant, il faut le dire. Aujourd'hui, ce n'est pas la droite traditionnelle qui risque de faire de l'ombre au Rassemblement national. Vous avez fait partie de l'équipe de direction des Républicains, du MP, en Isère pendant plusieurs années. Vous avez quitté le parti en 2019. Pourquoi ? Parce que je ne m'y reconnaissais plus. Je trouve que les Républicains ont fini par se définir beaucoup
par rapport aux autres que par rapport à eux-mêmes, que la ligne du parti est difficile à comprendre tant elle est traversée par des fractures. Moi, ma conviction, c'est qu'en fait, l'idée d'un grand parti de la droite et du centre, ça ne peut plus marcher. À l'époque, l'écart idéologique. Bah oui, bien sûr, parce que mettre dans le même parti de manière permanente des gens qui sont plutôt libéraux sur le plan économique avec des gens qui sont plutôt de tradition gaulienne, qui considèrent que l'État a un rôle régulateur à exercer, des gens qui sont plutôt conservateurs sur le plan sociétal avec des gens qui sont plutôt des progressistes, ceux qui jadis étaient pour l'IVG avec ceux qui étaient contre. L'UDF était pour, le RPR était contre, le mariage pour tous. Je pense que la frange centriste, ex-UDF, elle était plutôt favorable. Les RPR étaient plutôt opposés. Sur le plan européen, on en a qui sont pour une intégration très forte fédéraliste, d'autres qui sont plutôt pour une dimension souverainiste dans la construction européenne. En fait, c'est des familles qui ont des points en commun, mais qui n'ont pas vocation à être perpétuellement dans la même boutique. Et moi, j'aspire à ce qu'on renoue avec un grand parti du centre, un grand parti de la droite, que ça éclaircisse les choses. C'est en partie parce qu'on a essayé de définir une ligne médiane qui ne fonctionne pas, que le Front National a aussi pu grignoter du terrain et prendre des électeurs traditionnels de la droite qui ne s'y reconnaissaient plus, et qu'Emmanuel Macron a fait le même chemin en allant grignoter des électeurs du centre. Au milieu, il reste quoi ? Un morceau qui s'étiole, qui se réduit, mais la question de fond de la clarification de la ligne qui n'est toujours pas faite, jusque quand il faut voter la réforme des retraites. Oui, puisque 2 tiers l'ont voté, 1 tiers était opposé à cette réforme de façon un peu incompréhensible, puisqu'Éric Ciotti, le patron des LR, avait donné des consignes assez claires. Le fait qu'il ait pris la direction du parti, c'est une bonne chose selon vous ? Ça ne règle pas le problème que je viens de poser sur la clarification de la ligne. Il n'a pas la carrure pour imposer une ligne et que tout le monde le suive. Le rôle d'un chef de parti, ce n'est pas d'imposer une ligne. C'est de l'incarner et de conduire un collectif. Et je ne pense pas que le problème, ce soit le problème personnel d'Éric Ciotti. En l'état actuel de ce qu'est cette volonté de faire un grand parti de la droite et du centre, on ne résoudra pas le sujet, et qui que ce soit, la difficulté restera la même. Moi, je dis ça me navre, ça me fait beaucoup de la peine, parce que sincèrement, moi, j'ai grandi politiquement avec l'UMP, et je ne me réjouis pas de constater ces difficultés. J'ai beaucoup d'amitié, évidemment, encore pour tous ceux qui composent le parti. Je loue le travail exceptionnel qui est fait en Isère par Yannick Neuder, par Nathalie Béranger, par les équipes qui assurent l'unité des acteurs de la droite et du centre. Et de ce point de vue-là, on a connu des époques en Isère où c'était plus compliqué. C'est quand même un confort extraordinaire qui nous permet d'avoir des élus qui sont soudés au service de l'intérêt général et de nos territoires, avec une majorité départementale de Jean-Pierre Barbier qui rassemble aussi tout le monde de manière complètement étanche à ces problématiques internes à la vie des partis. Mais j'aimerais qu'un jour les choses se clarifient pour la ligne du parti et que ça me donne des raisons d'y retourner. Donc voilà pourquoi je n'y suis plus, tout en restant quelqu'un dont le corps de doctrine fait de moi un homme de droite. Éric Ciotti qui est en tout cas venu à la présidence des LR avec une promesse, celle que Laurent Wauquiez serait le candidat du parti aux prochaines élections présidentielles en 2026. Vous l'avez accueilli plusieurs fois sur votre territoire, Laurent Wauquiez, j'imagine que vous le connaissez bien. Vous le soutiendrez ? Écoutez, moi j'ai toutes les raisons de soutenir Laurent Wauquiez parce qu'il a fait beaucoup pour la région depuis qu'il a pris la tête de la région. Je mesure, en qualité de maire de Voiron, la part que la région a exercé pour nous permettre de réaliser nos ambitions. Il y a énormément de projets qu'on n'aurait pas pu sortir sans la région. C'est une contribution de la région qui a été déterminante pour relancer le projet de nouvel hôpital. On a un lycée Ferdinand Buisson exemplaire qui a été réhabilité par 80 millions d'euros d'engagement de la région, dans les quartiers politiques de la ville, dans les enjeux de santé. La région est active. Laurent Wauquiez a quand même amené une dynamique qui est très forte. Moi, je considère que à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a quand même à peu près la taille et le poids de l'Autriche ou de la Suisse, réussir à cet échelon-là donne le sentiment qu'on a toutes
les compétences requises pour pouvoir réussir à l'échelle nationale. Et puis, je déplorais tout à l'heure l'appauvrissement de la pensée, la logique un peu superficielle des 140 caractères Twitter. Moi, j'invite tous ceux qui veulent renouer avec un petit peu de fond dans les idées à aller voir sur les réseaux sociaux ce qu'écrit Laurent Wauquiez parfois. C'est l'un des rares aujourd'hui encore qui prend le temps de réaliser des analyses approfondies sur des sujets de société fondamentaux en ayant le temps de développer des arguments, de mettre les choses en perspective. Moi, ça me fait beaucoup de bien de lire ça parce qu'au moins, il y a de la pensée, il y a du fond, il y a une colonne vertébrale. Et ce dont a besoin un pays, avant tout, c'est d'avoir un cap, d'avoir une colonne vertébrale. En creux, ça implique aussi peut-être les limites du « en même temps ». En attendant, donc, peut-être que Laurent Wauquiez devienne le prochain président de droite français. Le dernier, c'était Nicolas Sarkozy. On a appris la semaine dernière qu'il avait été confirmé dans sa condamnation à 1 an de prison ferme, 3 ans au total pour corruption et trafic d'influence. Une peine de prison pour un ancien président de la République, c'est une première en France, prison ferme. En tout cas, il sera également déchu de ses droits civiques pendant 3 ans. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette condamnation ? D'abord, ça me navre, ça m'exaspère, ces feuilletons politiques qui n'en terminent pas. Je pense que ça finit par lasser tout le monde, on n'arrive même plus bien à suivre. Moi, si j'ai bien compris dans l'affaire quand même, il est condamné pour une affaire de corruption alors qu'il n'a pas obtenu ce qu'il était susceptible de vouloir avoir, que ce qui aurait été promis à celui à qui il a demandé, le mec l'a pas eu non plus. Alors en fait... Vous pensez que la justice en fait une affaire personnelle, entre guillemets, du cas Sarkozy ? Je crois que c'est un peu... oui, c'est un peu le sentiment que ça me donne quand même. Et au regard des antécédents, des relations entre certains magistrats et... parce que je ne veux pas généraliser sur l'institution judiciaire de manière générale, mais l'affaire du mur des cons, je crois qu'il y avait une personne qui était partie prenante de ce jugement, qui au demeurant était à l'époque au syndicat de la magistrature et avait pu tenir sur Nicolas Sarkozy des propos qui avaient un caractère politique manifeste. Ça lasse tout le monde et en tout cas, moi je pense qu'aujourd'hui, en France, il y a des gens qui méritent d'être en prison parce qu'ils font peser des menaces sur la société, qui sont un petit peu plus haut dans le niveau de priorité que Nicolas Sarkozy, quoi. C'est pas sa première condamnation. Il avait déjà pris 1 an de prison ferme pour le financement illégal d'une campagne politique. C'était celle de 2012 avec la fameuse affaire Big Malion. C'est une affaire qui est en appel, donc on verra si la peine est confirmée. En tout cas, ça fait du mal à la droite, ce type de condamnation après coup. C'est pas le seul à avoir... Ça fait pas du mal à la droite, ça fait du mal à la politique en général. Bah oui, parce que ça fait planer un climat de suspicion généralisée. Évidemment, ça conduit à alimenter le tous pourri. Si ça faisait du mal à la droite uniquement, ça voudrait dire que ça fait du bien à la gauche. Oui, vous croyez ? Non, ça ne fait pas du bien à la gauche non plus. Est-ce que je vous tiens sur les propos relatifs à Nicolas Sarkozy ? Franchement, je pourrais les tenir face à quelqu'un de gauche dans une affaire similaire. C'est vraiment pas une question partisane, mais... Enfin, tout ça, c'est lassant, parce qu'en fait, quelle image ça donne du monde politique en général, des élus. On est dans une société où on a le sentiment, de toute façon, que quand on exerce des responsabilités aujourd'hui, on finira forcément par passer par la barre un jour, parce que ça devient un sport aussi, que de juridiciariser tous les sujets de manière systématique. Et ça contribue pas non plus, comme les menaces sur les élus qu'on évoquait tout à l'heure, à susciter des vocations. Et on en a besoin pourtant de ces vocations. Alain Marleix, le président du groupe LR à l'Assemblée, a rappelé il y a quelques semaines que 2 personnages importants de l'État étaient eux aussi mis en examen, le ministre de la Justice lui-même et puis le secrétaire général de l'Élysée, qui est moins connu, Alexis Kohler, mais qui a un rôle important dans les décisions qui sont prises à l'Élysée. Donc effectivement, ça a une tendance, en tout cas, à voir toutes ces affaires sortir et être traitées en justice. Est-ce bien, est-ce pas bien ? Ça, c'est chacun a son avis sur la question. En tout cas, on a compris que vous, c'était quelque chose qui vous lassait, qui ne grandissait pas la politique. Oui, et puis en plus, tout le monde y perd son latin. Vous rappeliez une condamnation, j'aurais même été pas capable de la citer. J'ai ouï dire qu'il y avait une information judiciaire ou une procédure qui était engagée par rapport au financement libyen de la campagne. Nicolas Sarkozy aussi, au moins 10 ans plus tard. Et puis on ne parle pas de l'affaire Fillon. Oui, c'est terminé aussi par de la prison ferme pour l'ancien Premier ministre.
Un mot sur la réforme des retraites. On a beaucoup parlé ces derniers mois dans cette émission. Elle a agité la vie politique depuis le début d'année. Vous auriez voté ce texte si vous aviez été député ? Non. Non ? Non, vous fait parce partie que... de ce tiers des LR qui ont refusé cette réforme ? Écoutez, d'abord, moi je pense que c'était absurde de la mettre sur la table en ce moment. Quand on est dans une situation où les gens peinent à remplir leur caddie au supermarché, où la situation est quand même pas simple au regard de l'inflation, de l'explosion du prix du carburant, des moyens de se chauffer, mettre la réforme des retraites, qui est quand même un sujet brûlant sur la table, ça témoigne pour le moins d'un choix de calendrier un peu hasardeux. Ensuite, il est fondamental qu'on équilibre le système et qu'on travaille davantage. Quand on arrive à un ratio où il y a quelques dizaines d'années, il y avait 4 actifs qui cotisaient pour un retraité et qu'on est dans une situation où il y a maintenant moins de 2 actifs qui cotisent pour un retraité, à l'évidence, il faut faire quelque chose. Et prétendre qu'on veut soutenir le système de retraite par répartition en ne le changeant pas, c'est mentir. Parce que le meilleur moyen de soutenir le système par répartition, c'est de garantir qu'il puisse avoir la perspective de demeurer équilibré. Donc, il faut sans doute travailler davantage, mais moi je suis pour qu'on égalise la durée de cotisation, mais pas l'âge limite. Moi, vous savez, j'ai commencé à travailler à 22 ans. Ça veut dire, si on fait le calcul avec le temps de cotisation qu'on attend de moi, que l'âge limite soit 60, 62, 64, ça ne change rien. Donc ça change pour qui ? Pour les gens qui ont commencé à travailler tôt. Et je peux comprendre que quelqu'un qui a commencé à travailler à 17 ans juge injuste et inacceptable qu'on lui demande, qu'on change les règles en cours de route et qu'on lui dit non mais en fait tu vas bosser 2 ans de plus alors même qu'il a cotisé les 42 années attendues. Et par ailleurs, ces gens qui ont commencé à travailler tôt, c'est aussi souvent ceux qui ont des salaires un peu plus modestes, qui vont donc avoir aussi des pensions de retraite modestes. Qu'on dise que chacun cotise la même durée, vous avez commencé à travailler plus tôt, vous partirez plus tôt. Vous avez commencé à travailler plus tard, vous partirez plus tard. Si on commence à rentrer dans la vie active très tard, éventuellement que soit donnée la possibilité de racheter des trimestres de retraite à la fin de la carrière, parce que si on rentre tard dans la vie professionnelle, c'est aussi qu'on a des moyens en général peut-être de pouvoir racheter des trimestres, ce qu'une personne modeste ne pourrait pas faire pour sa propre situation. Donc voilà, si vous voulez, il y a un problème de calendrier, et puis sur le fond, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Il y a eu des manifestations à Voiron. Beaucoup de petites villes, dans le cadre de cette réforme des retraites, ont connu leur première manifestation. C'était le cas à Saint-Marcellin, par exemple. Est-ce que Voiron a été également animé par des cortèges ? On en a eu moins régulièrement qu'à Saint-Marcellin, parce que globalement, il y avait beaucoup de manifestants issus du territoire qui sont souvent allés à Grenoble. Mais on a eu effectivement 2 ou 3 rassemblements contre cette réforme à Voiron. Vous êtes allé jusqu'à descendre dans la rue avec les manifestants ? Non, parce que c'est pas mon rôle. Mais au demeurant, ça s'est fait dans un esprit tout à fait respectueux, sans débordement, comme à l'échelle nationale pour l'essentiel et avant les dernières pages de la fin, quoi. Là, on voit quelques images d'un des nombreux rassemblements qui se sont tenus à Grenoble. Certains ont souhaité qu'un référendum soit proposé sur cette question pour trancher avec le plus grand nombre. C'est une bonne idée, selon vous, sur des sujets comme celui-là ? Oui, parce que quand on atteint un tel niveau de mobilisation et d'intérêt dans l'opinion sur un sujet, finalement, on en revient aux fondamentaux, vox populi, vox dei. Voilà, on est en démocratie sur des sujets que le peuple considère comme déterminants, qu'il soit amené à se prononcer lui-même directement, ça ne me paraît pas choquant. En tout cas, ce serait une voie de sortie honorable de cette impasse. Ça vous est déjà arrivé, vous, en tant que maire de Voiron, de prendre une décision impopulaire, alors pas forcément qui va mettre la ville dans la rue, mais où vous sentez qu'elle n'est pas du tout acceptée par la population ? Des décisions difficiles, oui. J'en ai une à l'esprit, par exemple. C'est qu'au début de mon premier mandat, j'ai eu à fermer une école. L'école du quartier de Paviot. Pourquoi ? Parce que cette école, qui était une toute petite école, elle n'avait plus que 2 classes. Une classe de maternelle et une classe d'élémentaire à triple niveau, CP, CE1, CE2. Et à partir du CM1, de toute façon, les élèves partaient dans une école voisine qui est l'école Jules Ferry. L'inspectrice d'académie à l'époque me disait « Monsieur le maire, c'est insoutenable pour l'enseignant de devoir prendre en charge 25 enfants et d'apprendre à écrire et à lire à l'enfant de CP dans le même temps que je dois faire la géographie à l'enfant de CE2 et les mathématiques à celui de CE1. Moralité, les enfants, quand ils arrivaient en CM1 à l'école Jules Ferry, ils avaient un niveau moyen qui était plus faible que ceux qui avaient fait l'essentiel de leur scolarité à Jules Ferry.
Donc il y avait une perte de chance, a fortiori parce qu'on était dans un quartier qui sociologiquement était en plus frappé par certaines difficultés. Donc c'était l'intérêt des enfants de fermer cette école pour leur offrir, dans une école qui était au demeurant pas très loin, un peu plus d'1 kilomètre, des conditions pédagogiques beaucoup plus solides. Mais c'est la symbolique de fermer une école et puis de l'enlever aussi dans un quartier que ça peut éventuellement dévitaliser. C'était dur comme décision à prendre, mais j'ai toujours pensé que c'était pour autant la bonne décision. Je ne l'ai jamais regretté, d'autant moins qu'aujourd'hui, je pense que si on voulait revenir en arrière, plus personne ne voudrait non plus, parce que ça se passe très bien à l'école Jules Ferry, et qu'entre-temps, cette école de Pavio est devenue un centre des cultures du monde, qui fonctionne avec une association du territoire, la TPS Allemand 1, qui fait un travail extraordinaire. Donc voilà, tout va bien. Vous avez fermé une école, vous avez aussi ouvert un hôpital. Alors pas vous tout seul, Julien Paula, mais en tout cas c'était sous votre mandature, puisque le bâtiment a été inauguré, je crois, en 2021. Un hôpital flambant neuf qui, depuis son ouverture, a du mal à fonctionner à plein régime. Alors en fait, il y a du mal essentiellement sur les services d'urgence. Vous savez que les urgences hospitalières sont en crise partout dans le pays, qu'on manque de professionnels, de médecins urgentistes, parfois d'infirmières. Et l'hôpital de Voiron est frappé, comme les autres, par cette difficulté qui est importante, qui n'est pas qu'un problème de moyens, parce qu'aujourd'hui, c'est un problème de vocation. On manque de professionnels qui acceptent d'accomplir ces missions. Et c'est pas, on peut augmenter les budgets, ça ne résoudra pas tout, même si les budgets sont forcément toujours un sujet. Donc c'est une vraie souffrance pour nous, parce que notre combat, c'était pas d'avoir des murs neufs, c'était de maintenir un service sur le territoire. Donc de ce point de vue-là, j'appelle de mes voeux évidemment que dès que cela sera possible, les services d'urgence rouvrent de manière sans interruption. Alors la nuit, sauf urgence pédiatrique et sauf urgence vitale. Il est recommandé d'appeler le 15. On a le SMUR qui intervient et quelqu'un qui est en situation d'infarctus à la porte de l'hôpital sera évidemment accueilli et les enfants sont toujours pris en charge. Pour autant, entre 20h le soir et 8h le matin, si vous arrive un problème de vie quotidienne, donc on se casse une jambe ou autre, il faut soit attendre 8 heures que le service ouvre, soit aller à Grenoble où de toute façon c'est presque pas moins saturé. C'est un vrai sujet d'urgence à l'échelon national. Mais par ailleurs, je ne voudrais pas non plus qu'on globalise la situation de l'hôpital de Voiron sous le seul angle de cette souffrance des urgences, parce que par ailleurs, on a des services extraordinaires qui fonctionnent très bien avec des professionnels extrêmement compétents et engagés dans leur mission. On a une maternité qui a battu l'année dernière le record de naissance sur la commune, pour laquelle on n'a que des échos exceptionnels, qui reçoit encore un label de reconnaissance de la qualité du travail. Donc voilà, il y a des grosses tensions aux urgences, c'est vrai. J'espère qu'une solution sera trouvée, que le gouvernement s'emparera de ça mieux qu'il ne le fait aujourd'hui. Quel pouvoir a le maire de Voiron sur un dossier comme celui des urgences de l'hôpital ? Malheureusement aucun. Malheureusement aucun, parce que moi je ne suis pas gestionnaire de l'hôpital. On aurait éventuellement le pouvoir de sensibiliser, de se faire porte-parole de ces difficultés pour que les décisionnaires soient en capacité de faire changer les choses. J'ai eu l'opportunité de m'entretenir en tête-à-tête avec Olivier Véran sur ce sujet du temps où il était encore ministre de la Santé et où les urgences de l'hôpital de Voiron venaient de fermer. Ça n'a rien produit. J'ai eu face à moi quelqu'un qui m'a donné le sentiment d'être lui-même impuissant, alors que ministre de la Santé, je ne vois pas qui était plus compétent. Ça m'a fichu un coup au moral quand même, de me dire qu'on en était arrivé à ce stade si grave que le ministre de la Santé vienne expliquer qu'il ne savait pas quoi faire pour résoudre le problème. Et donc ça a fini de me convaincre que si je ne pouvais même pas être efficace par l'intermédiaire d'une sensibilisation auprès du plus haut niveau des autorités compétentes, malheureusement, sur une situation d'hôpital, on a pu se mobiliser parce que c'était un projet d'aménagement du territoire, un projet d'urbanisme aussi, à faire émerger ce nouvel hôpital. Mais pour ce qui relève de son fonctionnement quotidien, je n'en suis pas responsable, pas davantage que du fonctionnement de la justice ou du commissariat de police national, par exemple. Beaucoup de territoires en Isère et ailleurs se plaignent aussi du manque de médecins généralistes. Est-ce que c'est le cas à Voiron ?
Malheureusement, oui, clairement. On a une démographie médicale qui est très défavorable, c'est-à-dire que l'âge moyen des médecins est plutôt élevé et le nombre de ceux qui vont partir en retraite dans les années qui viennent est important, sans garantie qu'ils soient remplacés. Raison pour laquelle il faut aussi qu'on s'empare de cette question. De toute façon, elle est très liée à celle des urgences, parce que vous avez aux urgences des gens qui s'y rendent en n'ayant rien à y faire, mais parce qu'ils n'ont pas de médecin généraliste, ils ont besoin d'être pris en charge par un professionnel, et donc par dépit, et en sachant bien que ce n'est pas leur place, ils vont aux urgences. C'est difficile de leur reprocher, parce qu'ils veulent voir un médecin, ce qui est quand même normal dans un pays comme la France. Mais donc il faut que la médecine de proximité soit renforcée, et ça résoudra une partie du problème de l'hôpital. Donc nous, on investit là dans une maison de santé pluridisciplinaire qui va nous permettre, dans un territoire qui est attractif pour les professionnels de santé, d'avoir un outil lui-même attractif. Donc, outil attractif dans territoire attractif, normalement, ça devrait nous permettre de recruter des médecins plus facilement pour essayer de combler le trou. C'est un lourd investissement. C'est plus d'1 million d'euros que la ville va engager sur ce dossier pour quelque chose qui n'est pas de notre compétence au sens de la loi. Mais on le fait quand même parce qu'on se dit qu'il y a urgence à faire. Donc, je suis optimiste malgré tout pour l'avenir parce qu'on agit. Mais par contre, ça ne suffira pas non plus pour résoudre le problème de manière globale. Donc il faut qu'on s'en empare. Je rappelle qu'en 5 ans, l'Isère a perdu 68 médecins généralistes, une baisse de 6% des effectifs. Alors, ce n'est pas propre à notre département, mais c'est vrai que chaque territoire essaye de trouver des solutions. Et ça va sans doute mieux en Isère qu'ailleurs, parce que le conseil départemental lui-même a un plan Isère médecin qui est très dynamique pour recruter des médecins, notamment dans les zones tendues, qui produit des résultats. Il y a beaucoup de médecins qui sont arrivés par l'intermédiaire de ce dispositif, et donc je pense que ça aide. Mais le problème, il est quand même que de toute façon, quand un territoire arrive à séduire des médecins parce qu'il a investi pour ça, il pique le médecin qui n'ira pas ailleurs. Donc à l'échelle nationale, c'est quand même pas très satisfaisant. L'urgence, c'est de former des médecins. Quand je vois qu'on a quand même des étudiants motivés, qui sont brillants et qui ne sont pas retenus à l'issue de la première année et à qui on explique qu'il faut qu'ils fassent autre chose de leur vie que ce pourquoi ils se sentaient une vocation, et qu'en parallèle de ça, en fait, on fait venir des médecins de l'étranger à qui on donne une équivalence de diplôme sans qu'on puisse nécessairement penser, ils sont très compétents, je ne remets pas ça en question et on est content de les avoir parce qu'on a besoin d'eux. Mais est-ce que ça valait le coup de dire à des jeunes Français qui voulaient se former qu'il faut qu'ils fassent autre chose? Enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui manque un petit peu de sens. On change de sujet, Julien Paula, et pour l'introduire, c'est pas moi qui vais vous poser une question, mais l'invité de la semaine dernière, Christophe Ferrari, le président de la métropole. C'est le jeu du QG politique, on l'écoute. Cher Julien, monsieur le maire, êtes-vous favorable dans une perspective de simplifier la vie de nos concitoyens dans leurs déplacements du quotidien à ce que le Voironnais puisse transférer ses transports en commun au SMAG et que nous soyons dans cette nouvelle étape de la construction d'un réseau finalement à la bonne échelle. Nous sommes en train de le travailler avec le Grésivaudan. Ça serait dommage pour moi qu'il n'aille pas sur le Voironnais. Ne me parlez pas de dette du SMAG. On fait notre affaire de la dette du SMAG. On gère notre histoire. On gère notre affaire. Moi, je veux savoir si sur ce principe-là, vous y êtes favorable. Et si finalement, aussi petite question annexe, mais c'est un petit clin d'œil avec le sourire, que pensez-vous du renoncement de la gratuité des transports scolaires de la région aujourd'hui ? Alors, 2 questions. Il a un petit peu abusé, le président Ferrari. Sur l'intégration des transports en commun du Pays Voironnais au SMAG, qui est le syndicat qui gère les mobilités sur la grande aire grenobloise. Alors, Christophe Ferrari me demande si je suis favorable pour améliorer les conditions de déplacement de nos concitoyens au quotidien. Améliorer les conditions de déplacement de nos concitoyens, j'y suis évidemment favorable. Ce dont je ne suis pas certain, c'est que le transfert de la compétence du Pays Voironnais au SMAG soit nécessairement la garantie que ce sera mieux. Ça reste à démontrer. Il y a quand même aujourd'hui des convergences parfaites sur les biétiques notamment. Vous avez une carte Oura, vous pouvez de manière tout à fait transparente prendre un train SNCF, un bus dans le Pays Voironnais et un bus dans la métropole. Donc de ce point de vue-là, il y a eu des progrès, mais je ne suis pas certain que sous prétexte que le SMAG gère à la place du Pays Voironnais, ça sera nécessairement mieux. Premier point. Le deuxième, ne me parlez pas de dette. Bon, j'entends, dont acte, on peut quand même parler de fiscalité.
parce que l'harmonisation des réseaux entre le Pays Voironnais et le SMAG, ça voudrait dire augmentation du versement mobilité des entreprises de 1% de masse salariale dans le territoire d'emblée. Donc voilà, 1% de masse salariale de taxes en plus pour les entreprises du Pays Voironnais si demain on rejoint le SMAG. Ça mérite quand même qu'en contrepartie de cette augmentation de taxes, le cas échéant, on se préoccupe d'une véritable amélioration de la qualité du service. Et je redis, en l'état actuel des choses, j'attends qu'on me démontre qu'elle y serait. Et puis, troisième élément, moi aujourd'hui j'ai un vrai problème de relation avec la métropole. J'attends que la métropole soit un partenaire loyal si on doit construire des choses avec elle. Or aujourd'hui, j'ai par exemple un problème qui témoigne que la loyauté n'est pas au rendez-vous, c'est que la métropole était engagée par l'intermédiaire des pompes funèbres intercommunales à réaliser un crématorium à Voiron, au terme d'une procédure de délégation de service public pour laquelle elle avait été candidate et qu'elle avait remportée. Aujourd'hui, les PFI, de manière unilatérale, disent non, en fait, on ne va plus le faire, le crématorium. Ils sont pourtant engagés à ça, contractuellement. J'attendais quand même que politiquement, la métropole, qui est l'actionnaire majoritaire des PFI, puisse dire on a un engagement, moralement cet engagement on va le tenir, le crématorium nous allons donc le faire, d'autant plus qu'il s'agit quand même d'un équipement important d'intérêt général qui rayonne sur un territoire qui excède évidemment la seule ville de Voiron et qui vient en soutien aux habitants dans les moments où ils sont les plus fragiles quand ils ont perdu un proche. Or aujourd'hui, dans les périodes où on a des pics de mortalité, comme on l'a connu pendant le Covid, il y a des gens qui doivent souffrir d'attendre 10 jours avant que leurs proches soient pris en charge par un crématorium parce qu'ils sont tous complets. J'estime que ça, unilatéralement renoncer à cet engagement, c'est un acte de déloyauté majeur. Et travailler sur des compétences multiples avec des partenaires qui ne sont pas plus fiables que ça, ça m'en passe l'envie. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, Christophe Ferrari, pour regagner votre confiance, ou la gagner peut-être ? Qu'il dise au PFI que quand on a pris un engagement contractuel, légal, d'obtenir une délégation de service public au terme d'une procédure de mise en concurrence, c'est quand on prend un engagement, on le tient. Et on ne le rompt pas unilatéralement, surtout sur un sujet, je redis quand même, d'intérêt public majeur, qui est celui d'assurer des inhumations dignes à nos concitoyens. Bon, on a compris, donc l'intégration dans le SMAG, ce n'est pas pour tout de suite, en tout cas si on vous demande votre avis. Que pensez-vous du renoncement de la région, la gratuité des transports scolaires ? Jusqu'à cette année, c'était le département qui assurait encore cette compétence, mais qui va être basculée à la région. Écoutez, moi j'avais défendu la gratuité au moment où le département devait la prendre. Donc sur le principe, je le regrette. Mais j'imagine que la région ne prend pas plaisir à rendre payant un service qui était gratuit. La région a aussi un service à gérer à l'échelon d'un territoire régional qui est vaste. On évoquait tout à l'heure une superficie équivalente à celle de l'Autriche. La région, elle est forcée d'assurer un service équivalent à tous ces territoires. Elle ne peut pas mettre la gratuité des transports dans l'Isère, tandis que ça serait payant dans l'Allier ou dans le Rhône. Donc si elle a eu à faire un choix entre mettre gratuit partout ou remettre payant de partout, je peux comprendre les raisons pour lesquelles on en arrive là. C'est sûr que j'aurais préféré que les choses ne changent pas. Le transfert de compétences, ce n'est pas nous qui l'avons souhaité, c'est le législateur qui a souhaité que le transfert soit fait à la région. C'est peut-être ça qui pose problème, parce que je ne suis pas sûr que la région l'avait demandé et le département ne l'avait pas demandé non plus. La gratuité des transports en commun, c'est un débat qui se déroule au SMAG. En tout cas, certains élus, membres de la majorité métropolitaine, y sont fortement favorables, notamment les écologistes. Est-ce qu'au sein des transports voironnais, c'est une question aussi qui se discute ? Moi, je suis, en tout cas intellectuellement, curieux de savoir ce que ça pourrait produire. Quand vous savez qu'un réseau de transport en commun, ça coûte extrêmement cher à exploiter, et que la contribution des usagers au financement, oui, c'est moins de 10%. Je me dis finalement, est-ce qu'il ne vaut mieux pas que cette part-là, la collectivité la porte de manière complète, en contrepartie de quoi, si on a effectivement une augmentation très forte de la fréquentation et donc un délestage des routes, un abandon de la voiture individuelle pour les transports en commun, en fait la rentabilité elle se calculera par rapport à ce niveau de fréquentation plus que sur la simple dimension financière, puisque de toute façon, il n'y en aura jamais de rentabilité financière en cette matière. Donc ça mériterait peut-être de l'expérimenter, et au moins peut-être à commencer à le faire partiellement pendant certaines périodes de fêtes, de forte fréquentation par exemple, pour qu'on juge à l'usage. Voilà, moi j'ai pas de conviction en la matière. Je ne suis pas certain que ce soit la bonne décision. Je ne suis pas non plus certain qu'il faille absolument l'éviter. J'ai envie de dire,
essayons pour voir. Et je crois d'ailleurs que certains territoires à l'échelle nationale ont déjà réalisé ces expérimentations. Ce serait intéressant qu'on essaye de voir ce que ça a donné. Il y a Dunkerque, Aix-en-Provence, il y a Montpellier qui va s'y mettre, grande ville, à partir de la fin d'année. Puisqu'on parle de déplacement, est-ce qu'il y a des bouchons à Voiron ? Oui, il y en a aux heures de pointe, comme à peu près dans toutes les villes. Mais bon, on a des situations qui restent tout à fait maîtrisées à ce stade. Vous avez un projet d'achever le contournement routier de la ville. J'imagine que c'est pour aussi alléger cette circulation automobile. Alors, le projet de la fin du contournement de Voiron, en fait, il est lié au fait qu'il y avait un projet de contournement de la ville par l'ouest, une rocade ouest, qui est censée permettre de contourner Voiron sans avoir à y rentrer. Sauf que ça a été réalisé en 3 tronçons successifs et le 4e n'a jamais été fait. Donc aujourd'hui, cette rocade, elle débouche soit sur l'autoroute, mais l'autoroute, il y a des gens qui n'ont pas envie de s'y rendre, soit sur un réseau secondaire de voiries à caractère rural qui sont complètement débordées et ça représente des dangers, de la pollution aussi. Il y a des villages qui sont traversés de part en part alors qu'ils ne devraient pas l'être pour des trafics de transit. Et l'idée, c'est que ce tronçon qui représente 1,5 km à peu près de linéaire permette justement d'avoir un transit beaucoup plus direct et d'encombrer des cœurs de village, etc. Donc moi, je suis très très partisan de ce projet. C'est pas tant Voiron qui a à y gagner. On aurait certes 5000 véhicules jour en moins dans les traversées du centre-ville, mais ça fait en fait beaucoup de villages ruraux en périphérie qui auraient un gain de qualité de vie majeur. Je pense que l'environnement y gagnerait parce que vaut mieux que les voitures elles aillent plus vite du point A au point B à un régime moteur qui produit moins de pollution que d'aller se foutre dans les cœurs de village ou au milieu du trafic en ville quand en fait on n'a pas vocation à y être. Vous en parlez au conditionnel, ça veut dire que ce projet n'est pas sûr d'aboutir ? Ce projet, il fait l'objet de controverses. Il y a des... Aujourd'hui, quand on construit des routes, c'est difficile de faire l'unanimité. Exactement. Et d'ailleurs, ce qui me navre un petit peu, c'est que les arguments des opposants à ce projet pourraient être exactement les mêmes au mot près pour un projet au fin fond du Morbihan ou en Corse du Sud. Vous auriez exactement les mêmes arguments sur l'idée qu'il ne faut pas faire des routes parce que faire des routes, ça attire les voitures. En l'état actuel des choses, le projet, c'est justement de remettre les voitures à un endroit où elles gêneront moins les piétons, les cyclistes et les habitants. Et en matière de respect de l'environnement, je redis qu'une voiture qui circule sur des petites routes de campagne vaut peut-être mieux qu'elle aille sur un axe qui lui est complètement dédié plutôt que d'aller polluer en ville, là où il y a les habitants qui habitent et qui dorment. Alors, il y a notamment la deuxième vice-présidente du Pays Voironnais, le maire de Moiran, qui est contre ce projet. Est-ce qu'il y a la même ambiance que parfois ou souvent à la métropole de Grenoble dans les discussions au sein de l'exécutif du Pays Voironnais, puisque vous faites partie du même bateau quand on est vice-président ? Non, absolument pas. L'ambiance est très bonne dans le travail au Pays Voironnais, dans la cohésion des élus de manière générale. Là, vous prenez vraiment l'exemple qui se distingue. Parce qu'au terme d'un débat qui a été quand même extrêmement nourri en assemblée communautaire, avec tous les arguments qui ont été mis sur la table longuement, je rappelle quand même que l'assemblée communautaire du Pays Voironnais a validé le projet à plus de 75%. Donc je dis que c'est un projet qui ne fait pas l'unanimité, ça c'est sûr, et j'emploie le conditionnel, pourquoi ? Parce que je suis respectueux de la procédure. On va rentrer dans une phase de concertation publique, suivie d'une enquête publique au cours de laquelle les habitants pourront dire pourquoi ils veulent le projet, pourquoi ils s'y opposent, et c'est au terme de l'enquête publique qu'il sera décidé si oui ou non le projet peut aboutir. Rien n'exclut que la déclaration d'utilité publique ne soit pas délivrée par l'État parce que l'enquête publique conclurait au fait qu'il ne faut pas faire le projet. Voilà, ce sont les règles et nous on respectera les règles. Donc c'est pour ça que j'emploie le conditionnel, mais qu'il n'y ait aucun doute sur le fait que je souhaite que ce projet se réalise, qu'il est salutaire pour le territoire, qu'il est nécessaire aussi pour faciliter les accès à l'hôpital, justement. Et c'est là où je ne comprends pas du tout les arguments de la maire de Moiran. Les Moiranais sont parmi ceux qui ont le plus à gagner à la réalisation du projet, parce que c'est une liaison beaucoup plus facile au nord du territoire, à l'hôpital, à la zone commerciale des blanchisseries, au campus de la Brunerie. Mais... À suivre. Le budget de ce projet, il se chiffre à combien de millions d'euros ? C'est une vingtaine de millions d'euros, pris en charge par le département, essentiellement, qui est maître d'ouvrage. Donc voilà, c'est un projet qui est important, mais qui est nécessaire pour structurer le territoire. On voit quelques images justement de cette zone commerciale des blanchisseries, donc en périphérie de Voiron, que vous vouliez à un moment donné étendre. En tout cas, il y avait un projet d'extension qui a été abandonné. Hein. Il y avait un projet d'extension qui était dans les rails depuis longtemps.
qui consistait à ce qu'on puisse avoir sur 4 hectares une extension de la zone commerciale. Et puis, on s'est aperçu quand même qu'on faisait beaucoup d'efforts pour essayer de maintenir la vitalité des commerces de proximité en centre-ville et que ça serait navrant qu'on défasse d'une main ce qu'on s'efforce de faire de l'autre et qu'on vienne fragiliser le commerce de centre-ville par l'extension de la zone commerciale sur un modèle de commerce qui, au demeurant, n'est plus non plus dans l'air du temps. Des surfaces commerciales de 3000 m², même les enseignes aujourd'hui ne demandent plus ça parce que le modèle de commerce ont changé. Donc il était plus sage d'y renoncer et puis de garder le potentiel de développement que représente cet espace pour répondre mieux aux besoins du territoire, en sachant qu'une partie a été rendue de toute façon à l'agriculture, parce qu'il est important de sanctuariser les terres agricoles si on veut préserver nos agriculteurs d'une part, et puis la physionomie rurale du territoire. Un petit mot, puisque vous évoquiez sur ce projet routier le financement du département. Je disais, vous êtes vice-président aux finances, 1,6 milliard d'euros. C'est le budget de cette année pour le département. Alors, on a déjà parlé au cours de cette émission avec Jean-Pierre Barbier au mois de janvier. On peut rappeler peut-être les grandes lignes quand même de ces montants qui sont assez importants pour un département. Le département a un budget important, vous l'avez dit, 1,6 milliard. Parce que d'abord, il a des compétences qui elles-mêmes sont importantes et qu'il redistribue une grande partie de son budget au service des solidarités, donc des plus fragiles, de ceux qui en ont besoin, sur le social, sur le RSA, la dépendance, l'accompagnement des personnes handicapées. Donc c'est des budgets qui sont importants. La santé financière du département est bonne parce que le département est bien géré avec beaucoup d'attention depuis longtemps, parce que nous avons bénéficié d'effets de conjoncture qui nous ont apporté des recettes qui étaient dynamiques, notamment ce qu'on appelle les DMTO, les droits de mutation à titre onéreux, autrement appelés les frais de notaire, qui, par l'effet des dynamiques du marché immobilier qui ont été excellentes ces 3 dernières années, ont beaucoup porté nos recettes. Mais c'est ce qui nous donne les moyens d'agir. Le département est la collectivité qui investit le plus, 400 millions d'euros par an, pour rénover les collèges, pour construire des routes, pour aménager ou protéger les espaces naturels sensibles, pour soutenir l'agriculture, pour venir en soutien aux plus fragiles. Ce sont des compétences qui sont majeures dans la vie quotidienne. Et ces moyens dont nous disposons, nous les mettons de manière extrêmement active au service des habitants. On va finir cette émission, Julien Paula, par une bonne nouvelle pour Voiron, pour le pays voironnais, pour tout le sport isérois. J'ai envie de dire, c'est la montée en Ligue 2 de l'équipe de basket de Voiron, Ligue 2 féminine. C'est le 2e niveau national. J'imagine que pour vous, c'était une satisfaction de voir le club. C'est le sport phare de Voiron, le basket féminin, depuis très longtemps. Alors, on a beaucoup de clubs phares en Voiron. La vie sportive est extrêmement riche. Mais le PVBC, évidemment, c'est l'héritier de l'Étoile de Voiron, qui était déjà en Ligue professionnelle il y a maintenant un peu plus de 10 ans. Donc, on renoue avec l'histoire, avec un niveau qu'on n'aurait jamais dû perdre, dans la mesure où c'était des raisons extra-sportives qui, malheureusement, avaient conduit à la relégation du club. Et puis, ils nous ont gratifié d'une saison absolument exceptionnelle. Il faut voir ce que c'est, l'ambiance du gymnase Chotard les soirs de match à domicile. C'est extraordinaire. Il y a presque... Il ne faut pas que je dise des vrais chiffres parce que pour des raisons de sécurité, on aura des problèmes. Il y a au moins 700 personnes qui sont survoltées, qui vivent ça. C'est l'inversé syndical, là. Vous rabaissez le chiffre. Exactement. Non, mais il y a une ambiance extraordinaire. Donc, c'est une chance pour la ville que de pouvoir vibrer de manière positive à des occasions comme celle-ci. On le voit, ce gymnase qui est le siège historique du club, mais qui n'est pas forcément adapté aujourd'hui à l'accueil d'un public nombreux, notamment pour évoluer en sport professionnel. Est-ce qu'il y a des projets d'aménagement, de changement de salle éventuels ? C'est un gymnase qui commence à être ancien. La ferveur des supporters est telle que pousser les murs, ça serait parfois utile. Les exigences du sport professionnel demandent des espaces dont on n'a pas forcément le confort aujourd'hui. Donc, moi j'ai toujours dit, on accompagne la réussite des acteurs du territoire dans le champ de l'économie, dans le champ associatif, dans le champ du sport. Le PVBC réussit, la ville sera à ses côtés pour accompagner sa réussite et évidemment, ça nous conduit à envisager une nouvelle enceinte pour le club, en tout cas à réfléchir aux modalités sur lesquelles on pourrait lui donner un écrin conforme à ses besoins. Non. Et puis il y aura un derby en Ligue 2 à pas rater, c'est Voiron contre le club de Mélan, qui lui est également en Ligue 2 depuis 2 saisons. Et je pense que le derby aller-retour vaudra le déplacement
dans les deux cas. Ça va être chaud. Hein. On a eu les derbies quand Mélan était encore en NF1. Je peux vous dire que là aussi, il y a du spectacle. Bon, dernière petite image de sport. C'était il y a quelques jours la course de la résistance qui se déplace d'année en année dans les communes iséroises. C'était à Voiron avec un record de participation. Ah ouais, ça a été une journée extraordinaire. D'abord, on a eu un temps à la hauteur, une ambiance, une convivialité qui était extrêmement forte. Et puis, je crois que je viens de me voir passer là, tiens. Et puis bon, la démarche, la course de la résistance que le département organise, c'est quand même la volonté de dire on est dans un territoire qui est riche d'une charge historique importante. La résistance, ça a quelque chose qui a voulu dire beaucoup dans notre territoire. Le 8 mai n'est pas qu'un jour férié. Et si on doit trouver des moyens ludiques de resensibiliser les gens à la richesse de cette histoire par l'entremise du sport, c'est une très bonne idée et la preuve que ça marche. Et je suis très reconnaissant à Jean-Pierre Barbier d'avoir été à nos côtés cette journée. Alors je savais que vous étiez un adepte des sports de combat, pas forcément de la course à pied, mais vous avez terminé 35e sur 442 du 8 km en 41 minutes 48 secondes. Ça fait 12 km/h, c'est une super moyenne. Vous avez des talents cachés d'endurance. Vous savez, quand on se compare, on peut toujours se rassurer, mais j'étais pas loin de 10 minutes derrière le premier aussi, quoi. Donc voilà, je me fais plaisir. C'est agréable, ça vide la tête de pouvoir courir. On a la chance d'être dans un cadre de vie qui fait que courir est agréable. Je n'aurai pas une carrière sportive après ma vie politique, quoi. Voiron qui sera peut-être représenté l'an prochain aux Jeux Olympiques de Paris, au départ du marathon par Hassan Chadi, qui est Absolument. licencié au club d'athlétisme de Voiron et qui est l'un des Français qui normalement devrait avoir sa sélection olympique pour le grand rendez-vous. Dernier exercice, Julien Paula, vous allez regarder la caméra à côté de moi et poser une question à notre prochain invité, c'est Émilie Chalas, l'ancienne députée de l'Isère qui est devenue il y a quelques semaines la patronne du parti Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron en Isère. Je vous laisse lui poser la question que vous souhaitez. Bien, Madame Chalas, en tant qu'élue d'opposition au conseil municipal de Grenoble, vous appelez de vos voeux qu'à l'issue du mandat d'Éric Piolle, la page des écologistes à Grenoble soit tournée. C'est un objectif avec lequel je me sens assez en phase spontanément. Toutefois, le sentiment m'a parfois été donné que vous tapiez sur lui aussi fort que sur les autres oppositions. Or, l'unité me paraît être un gage important pour donner des garanties de renversement et d'alternance. Est-ce que c'est une dimension que vous prenez en considération ? Merci Julien Paula. Émilie Chalas vous répondra la semaine prochaine dans le QG politique, le vendredi à 21h15, le samedi à 13h et le dimanche à 19h, une émission qu'on peut revoir en replay sur le site de Télé Grenoble. Bonne continuation et puis bonne chance au PVBC pour la prochaine saison. Merci à vous pour votre invitation.